Le samedi 8 novembre 2003, à 16h20, les pompiers viennent au secours d'un homme âgé très grièvement blessé en plein centre-ville de Bordeaux. Tandis que le blessé est évacué vers l'hôpital, les témoins racontent que la victime sortait d'une boutique d'antiquités. Une violente altercation avec le commerçant serait à l'origine du drame. On avait entendu seulement des bribes de conversation, donc puis bon, ça ne nous regardait pas. Enfin, on n'a pas cherché non plus à... On passait, enfin, on était vraiment dans une configuration de promenade un samedi après-midi ensoleillé, et on ne s'imaginait pas que ça allait se terminer comme ça, que l'antiquaire allait avoir un geste aussi violent dans les secondes qui ont suivi, en fait. Au dire des témoins, le commerçant est sorti très énervé de son magasin. Il s'est dirigé à grands pas vers l'homme âgé, puis a violemment poussé sa victime, dont la tête aurait heurté le mur d'une boucherie. J'étais en train de cirer un meuble. J'ai entendu crier dans la rue. Quand j'ai regardé dans la rue, j'ai vu quelqu'un par terre et du monde autour. Le commerçant se nomme Ali Boubaker, il a 46 ans. La victime s'appelle Guy Legrand, c'est un retraité de 67 ans. Il décède à l'hôpital 3 jours après les faits. Ali Boubaker reconnaît sa responsabilité sans hésitation. Il est arrêté et incarcéré. C'est le fatum, c'est le destin, voilà, c'est la rencontre inopinée de deux destins avec un geste certes préoccupant, mais pas d'une violence paroxystique, d'une violence inouïe, et qui aboutit à ce drame. Le procès d'Ali Boubaker s'ouvre devant la cour d'assises de Bordeaux le 18 décembre 2006, 3 ans après les faits. L'accusé comparaît libre. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction après 1 mois et 8 jours de détention provisoire. La cour d'assises va le juger pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il encourt une peine maximale de 15 années de réclusion criminelle. Ali Boubaker est défendu par maître François de Contencin, un des avocats pénalistes réputés de Bordeaux. Les proches de la victime, qui se sont portés partie civile, sont assistés par maître David Xamanski. Les membres de la famille attendaient avec impatience l'ouverture du procès. Ils ont en effet été tenus à l'écart de l'instruction et ils ignorent pratiquement tout des faits et de la personnalité de Boubaker. L'accusation sera soutenue par un magistrat du parquet très expérimenté, l'avocat général Claude Webel. La Cour. Les débats seront dirigés par le président Regaldo Saint-Blancard. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. La rue Notre-Dame, à Bordeaux, c'est la rue des antiquaires. Ils s'y sont installés il y a quelques dizaines d'années lorsqu'a été rénové le quartier de la ville où ils travaillaient précédemment. C'est un petit monde clos où tout le monde se connaît, s'apprécie souvent, se jalouse ou se déteste parfois, mais toujours dans la plus grande discrétion. En cette fin d'année 2003, Ali Boubaker travaille dans un petit magasin appartenant à son frère aîné, Magid, un antiquaire de la ville. Cet après-midi du 8 novembre, il est affairé avec un couple qui s'intéresse à un paravent, lorsque Guy Legrand pénètre dans la boutique. Monsieur Legrand a une passion pour aller chiner. Et ce jour-là, il a eu son attention attirée par un mannequin de couture qui se trouvait en vitrine d'un magasin. Et c'est la raison pour laquelle il s'est rendu. Et il est rentré dans ce magasin pour en demander le prix puisqu'il n'était pas affiché dans la vitrine et surtout tenter éventuellement de l'acheter. Et c'est dans ces conditions-là qu'il rencontre pour la première fois M. Boubaker, qui est le tenancier de cette boutique. Ce jour-là, Guy Legrand est à la recherche d'objets destinés à décorer un magasin de vêtements que des proches ouvrent le même jour dans un autre quartier de la ville. J'étais déjà en confrontation avec des clients, en discussion,
pour la vendre un paravent, mais il a été poli. Il est rentré, il a demandé, excusez-moi, j'ai juste un renseignement à vous demander. J'ai baissé le prix plusieurs fois et systématiquement, il me disait que c'était trop cher. Je me suis trouvé quand même quelque part un peu blessé. Nous avons entendu donc 2 personnes qui se disputaient, qui parlaient très fort à l'intérieur du magasin. Une des personnes est sortie de la boutique, donc un monsieur d'environ 65-70 ans, et il nous a interpellés en nous disant « Mesdemoiselles, méfiez-vous, les prix pratiqués dans cette boutique sont très élevés, enfin quelque chose comme ça. » Et ce monsieur s'était arrêté, il parlait avec une personne ou 2 et il me montrait du doigt. Il continuait à... Pour moi, il était en train de... Pour moi, ça a été, si vous voulez, l'élément déclencheur. C'est ce qui a fait que il y a eu une demi-seconde, après avoir vu ça, qui a fait que j'ai perdu le contrôle de ma personne. Je n'étais plus capable de décider quoi que ce soit. Je suis sorti, pourquoi ? À ce moment-là, l'antiquaire, qui était visiblement très en colère, est sorti en vociférant et a dit « Quoi de quoi tu te mêles ?» Il a commencé à s'approcher donc du monsieur. Et là, le drame s'est produit, M. Boubacar s'est emporté et a poussé la victime des 2 mains, appuyée sur la poitrine. Il a poussé la victime qui, elle, a fait quelques pas en arrière et sa tête est venue heurter l'arête du mur de la boucherie. Et lorsque la victime est tombée, ça fait un grand clac. En entendant le clac de la boîte crânienne, je me suis douté qu'il y avait un traumatisme crânien. Au départ, il était inconscient, mais en fait, il est revenu à lui. Il est revenu à lui, il a même voulu se lever. Tout le monde a essayé de le convaincre de ne pas bouger, de rester allongé jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Et en fait, il n'est pas resté conscient très longtemps, ça a duré quelques secondes. Et moi, je suis arrivé par la rue Cornac pour venir dans mon magasin et j'ai vu un homme à terre entouré de gens. Enfin, il était là, quoi. Il était allongé sur le trottoir. Et monsieur Boubacar était près de lui et ce que je peux dire, c'est qu'il était en sanglots parce qu'il s'est aperçu qu'il avait fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Ça, c'est sûr. Il était comment, affolé? Il pleurait. Il pleurait. Mais j'ai vu un homme par terre, âgé, KO. Et j'ai dit comment j'ai pu... Non, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais la question que je me suis posée, mais pourquoi j'ai fait ça? Tout de suite, l'antiquaire donc était à genoux, il était vraiment prêt à secourir le monsieur. Il avait, je pense qu'il avait sorti son manteau ou il avait récupéré le manteau de quelqu'un pour lui donner une position plus confortable. Enfin, et on a tout de suite vu dans ses gestes et dans son attitude qu'il était complètement atterré de son geste, enfin qu'il n'avait pas mesuré la force de son geste et qu'il n'avait pas du tout l'intention de blesser ce monsieur. Je lui ai parlé quelques mots. Je l'ai touché, quand je l'ai remué, j'ai vu qu'il saignait de la tête, je l'ai vu sur ma main. Je ne pensais pas que c'était grave, je pensais qu'il s'était coupé un peu qu'il avait eu une coupure, si vous voulez, au niveau du front ou de la tête, au niveau des cheveux. Mais là, j'ai eu honte de moi-même. Je voulais partir avec lui, vous savez, dans l'ambulance, parce que là, je voulais plus le lâcher, quoi. Je voulais le voir, m'excuser, lui demander... Je voulais même prendre ce mannequin, l'amener avec moi dans l'ambulance pour lui dire je vous l'offre, je ne veux même plus vous le vendre. Je vous demande pardon, ce que j'ai fait, ça n'a pas de nom.
En écoutant le récit du drame, les jurés sont partagés entre deux sentiments. La brutalité du geste reproché à l'accusé et l'horrible banalité d'une querelle ordinaire qui, en quelques secondes, a viré à la tragédie. Le trouble des jurés est amplifié par l'audition du médecin légiste. Le docteur Lavigne confirme en effet que la victime n'a pas été frappée directement, mais que la chute en arrière a provoqué une fracture de 19 cm sur son crâne, entraînant le décès après une agonie de 3 jours. Le destin, c'est effectivement la rencontre de deux hommes et d'un drame, si vous voulez, d'une banalité consternante, parce que je crois qu'il nous est tous arrivé d'être pris, peut-être plus jeunes, parfois même à notre âge, à nos âges, dans cette réaction d'impulsion et de brutalité, alors qu'au moment même où cette violence, parce que c'est juridiquement une violence, même s'il s'agit d'une simple bousculade ou d'une simple bourrade administrée, il n'y a jamais une intention de nuire. Et donc c'est véritablement un coup du sort ou un coup du destin si Monsieur Legrand est tombé contre l'arête d'un mur qui se situait 2 mètres derrière lui. Muré dans sa solitude, Ali Boubaker affronte douloureusement ce retour en arrière sur un événement de sa vie qui le hante depuis 3 ans déjà. Avoir une altercation pareille et que ça se termine en drame, par une mort, une vie de moins sur Terre, pendant le Ramadan, c'est très grave. C'est immensément grave. J'en ai de suite parlé chez moi, à ma famille et à ma mère. Je suis foutu, c'est fini. Le ciel va me punir. Je suis quelqu'un qui va aller au feu. L'expression au feu, c'est l'enfer. Du côté de la justice des hommes, qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous en espérez? Qu'est-ce que vous en craignez? Que la justice fasse son travail. Ni plus ni moins. Il est indiscutable que l'acte de violence volontaire est caractérisé tant par les déclarations de M. Legrand que par les dépositions qui ont été faites des témoins, puisque M. Ortega indique que M. Boubaker s'est précipité violemment vers M. Legrand, pensant même qu'il allait lui donner un coup de poing. Donc l'accident, l'imprudence qui pourrait être éventuellement soutenue ne tient pas la route au regard des déclarations qui ont été faites aujourd'hui à l'audience. En cette fin de première journée d'audience, les jurés s'interrogent. Comment une banale algarade peut-elle entraîner la mort d'un homme? S'agit-il d'une simple bousculade aux conséquences dramatiques ou d'un acte de violence délibéré? Jurés et magistrats n'en savent pas encore assez sur la personnalité de l'accusé pour se prononcer. Les proches de Guy Legrand partagent les interrogations des jurés sur les circonstances exactes de l'acte reproché à Ali Boubaker. La cour d'assises va tenter aujourd'hui de mieux comprendre ces événements en examinant minutieusement la vie de l'accusé et en disséquant sa personnalité grâce aux témoins et grâce aux experts qui ont été convoqués. Pour Ali Boubaker, c'est la journée charnière de son procès, celle qui décidera sans doute s'il doit retourner en prison et si oui, pour combien de temps? Assez peu présente aux côtés d'Ali durant le procès, la famille Boubaker sera représentée à l'audience par 2 de ses frères. Magid, le frère aîné, antiquaire bordelais de renom, et l'un des 2 frères cadets, Farid, qui, comme Ali, vit toujours au domicile familial. La cour.
Écoutez, c'est repris, vous pouvez vous asseoir. La cité du Grand Parc, à Bordeaux. C'est là que les parents Boubaker, venus de Tunisie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont élevé leurs 7 enfants, 5 garçons et 2 filles. Ali a grandi dans cette cité, une enfance normale, dit-il, bien que tiraillée entre 2 cultures. Le père ouvrier est plutôt sévère, la mère, femme de ménage, ne parvient pas vraiment à s'accoutumer à la vie en France et rêve de retour en Tunisie. On finissait le mois avec des cafés au lait, donc en mangeant ça, si vous voulez, le midi et le soir, on est obligé de comprendre qu'il y a des difficultés, quoi, voilà. Mais ça s'arrête là, je veux dire qu'on ne percevait pas l'extrême difficulté. Et d'ailleurs, les parents faisaient en sorte de ne pas faire en sorte que ça n'apparaisse. J'avais un père qui était très exigeant et qui contrôlait tout ça, et qui était surtout pas, qui avait peut-être même, on va dire, la main lourde si ça ne se passait pas comme il voulait. Qui faisait que d'une manière générale, même si ça ne plaisait pas, il fallait le faire quand même. C'est tout. Après une scolarité sans éclat, Ali Boubaker passe un CAP de soudeur et rentre dans la vie active par l'intermédiaire d'agences d'intérim. J'avais quand même, si vous voulez, des projets que tout le monde peut avoir, hein, c'est-à-dire se ranger, trouver, si vous voulez, chaussures à son pied sur le plan, je veux dire, pour se marier, quoi, Mais il y a eu des événements dans ma vie qui ont un petit peu bouleversé tout ça, un petit peu quand même, parce que bon, qui m'ont amené à prendre d'autres directions du fait que mon père est décédé et que par la suite, si vous voulez, j'ai des frères qui ont, si vous voulez, périclidé et qui se sont mis à se droguer. Ali a 24 ans lors du décès de son père. Sa vie bascule et ses rêves s'évanouissent. Il doit assumer seul l'entretien de la famille et lutter quotidiennement contre les dérives de ses frères. Il monte une petite entreprise de lavage de vitres, mais un contrôle fiscal met un terme à l'aventure. La situation n'a fait qu'après s'empirer, quoi, puisqu'il fallait qu'il se drogue tous les jours avec les conséquences que ça pouvait avoir, c'est-à-dire le danger que ça représentait, les difficultés tous les jours. Ma préoccupation, c'était de faire attention à eux. Et de faire attention à ma mère qui se retrouvait bien entendu sans son mari. Et donc il fallait bien que moi, je prenne la direction des opérations, si on peut dire. Je n'avais pas le choix, puisque j'avais 2 frères aînés qui étaient partis, et qui étaient mariés, qui rentraient de plein pied dans leur vie, et qui m'avaient laissé seul comme ça, avec tous ces problèmes. Seul. Ali Boubaker semble avoir toujours été seul. Vous êtes en quelque sorte passé à côté de votre vie, vient de lui lancer le président de la cour d'assises. Ali Boubaker en est convenu, reconnaissant que ses choix de vie lui permettaient également d'éviter de se confronter avec la réalité. Imitant son frère aîné, Ali se découvre une passion pour les objets anciens. Il se forme tout seul, à coups de lecture et de rencontres. Il commence à travailler place Saint-Michel, le haut lieu bordelais des brocanteurs. J'ai appris sur le tas, comme autodidacte quand même. C'était assez revalorisant. Je me disais que quand même, j'étais quand même quelqu'un qui était capable de pouvoir apprendre quelque chose qui n'était peut-être pas si évident au départ. Quelques années plus tard, Ali s'installe chez son frère, rue Notre-Dame. Son frère était lui-même dans l'Antiquité. Et il s'est mis petit à petit à faire des petits achats, et puis voilà. Et puis c'est devenu un passionné, alors donc on l'a toujours connu. Ça remonte au moins à une quinzaine d'années, si c'est pas plus. Dans notre jargon, il avait ce qu'on appelle une bonne main. Et il travaillait honnêtement parce que j'ai jamais eu d'histoire. Tout ce que j'ai pu lui acheter, c'était clair et net. La vie d'Ali Boubaker semble alors se figer,
entre la boutique de la rue Notre-Dame et la cité du Grand Parc. Mais les problèmes ne le quittent pas et la dépression s'installe. Par la suite, si vous voulez, il y a eu des années extrêmement difficiles. Ce boulot a connu une période très dure. C'est-à-dire que, en tous les cas, pour ce qui me concerne, et ce magasin, il n'y avait plus de clients, plus personne. C'est une période, on peut dire, de crise dans le milieu de la brocante et de l'antiquité. Et je n'étais pas, et j'en étais touché d'ailleurs de plein fouet. C'est un homme qui vit depuis son plus jeune âge, finalement. Après le décès de son père en 1978, c'est un homme que l'on retrouve à l'âge de 46 ans, chez sa mère, où il a pris une place de chargé de famille, dans le souci de protéger ses frères et sœurs, sa mère aussi. Et je pense qu'il en est à une période de sa vie où il fait un constat amer, d'un échec personnel. Monsieur Boubacar m'est apparu, quand nous est apparu, puisque nous étions deux, quand on l'a examiné, comme quelqu'un plutôt dans le registre de la passivité, que dans une position, je dirais, revendicatrice ou revanchard vis-à-vis de l'existence. Nous est apparu plutôt comme quelqu'un d'assez effacé, passif, subissant un peu les aléas de l'existence, réfugié dans la problématique du destin, de l'inéluctable, plutôt que quelqu'un qui avait une acrimonie particulière envers la société et projeter ses propres difficultés sur les autres. Quand effectivement il fait un peu le point sur sa vie, il s'aperçoit qu'il n'a pas fait grand-chose, qu'il a eu un parcours professionnel très chaotique, qu'il n'a pas eu de vie sentimentale à proprement parler, qu'il s'est paralysé de ce point de vue-là. Il fait aussi le constat amer que finalement il a échoué aussi dans cet effort de pouvoir remettre ses frères et sœurs sur le droit chemin. Et il est effectivement dans un moment, je dirais, d'accablement et dans une période dépressive extrême de sa vie. À la suspension d'audience, Ali Boubacar se retrouve seul face à la veuve de la victime. Chacun semble muré dans sa douleur et dans son silence. Reste pour les jurés une question essentielle. L'acte reproché à Ali Boubacar est-il un geste isolé, une soudaine et imprévisible explosion de colère, ou l'accusé est-il habituellement violent? La réponse à cette question est cruciale pour la suite du procès. Moi, je ne l'ai jamais vu en colère, alors je ne peux pas dire s'il était violent ou pas. Oui, puis on ne tenait pas des... Il passait, il me serrait la main, on discutait un moment, puis il repartait. Moi, je le connaissais, alors je savais lui parler. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'il restait toujours bien. Donc, moi, j'ai jamais ressenti ça. De temps en temps, il s'énervait un petit peu parce que, on lui devait de l'argent, il n'était pas payé, on le prenait pour un idiot, quoi. Mais autrement, non. Mais soudain, un témoignage vient faire vaciller cette belle unanimité. Éric Douance, antiquaire rue Notre-Dame à l'époque, vient raconter à la cour un étrange événement survenu en 2002. J'ai pris un coup de tisonnier un jour dans la boutique d'un confrère et qui, d'après ce que je viens d'apprendre, serait dû à un refus de vente d'assiettes quelques mois auparavant. Je ne vois pas trop le rapport quand même. Je suis juste passé devant sa boutique sans m'arrêter et qu'effectivement il m'a suivi quelques minutes après puisqu'il m'a rejoint dans la boutique de ce confrère. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne me rappelle pas ses propos exacts. D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils étaient parfaitement audibles. Il avait juste un ton violent. Et puis, il saisit d'un tisonnier qu'il avait trouvé sur place. Il ne l'a pas apporté avec lui pour frapper. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était ceinturé par le commerçant qui appartenait à la boutique et puis quelqu'un d'autre qui était là.
Dans le quartier Notre-Dame, une autre histoire court les boutiques. Elle concerne cette fois Robert Alluaume, le boucher. Est-ce que vous considériez M. Boubaker comme quelqu'un de violent ou d'agressif? Là, je réponds pas. Est-ce que vous aviez de bonnes relations avec lui? Bonjour, bonsoir. Sans plus. Sans plus. En fait, les jurés apprennent qu'en 2001, à la suite d'une réflexion sur une supposée paresse des antiquaires venant de son voisin le boucher, Ali Boubaker s'était une nouvelle fois emporté. Selon des témoins, il aurait même menacé Robert Alluaume à l'aide de l'un de ses couteaux de boucher. On a eu au moins 2 exemples de manifestations violentes, ou en tout cas irascibles, de la part de Boubaker, à l'égard de son collègue le boucher du coin, mais qui ne paraît pas lui en avoir tenu rigueur sur le moment, d'après ce qu'on a pu entendre. Il s'en est simplement souvenu dans le cadre de l'enquête de voisinage conduite dans le cadre du crime. Et puis un autre antiquaire qui a été entendu, lui, qui a donné à l'incident la proportion que vous avez entendue comme moi, à savoir, il a laissé une main courante de l'incident, parce que c'était quand même un coup de tisonnier qu'il n'a peut-être pas compris sur le moment, qui a été suivi d'une démarche d'excuse de la part de Boubaker, mais qui ne change rien à son impulsivité occasionnelle. Et plusieurs des intervenants, notamment les 2 victimes des incidents antérieurs, ont bien indiqué qu'elles n'avaient pas compris cette impulsivité, qui laisse à penser que de temps en temps, M. Boubaker, qui a eu une vie difficile, ça a été longuement rapporté, eh bien, peut-être n'a pas su gérer cette impulsivité et se croyait quelque part persécuté par ce qu'il a évoqué également, à savoir un destin funeste qui le poursuit depuis de longues années. Cette violence soudaine chez vous, ça vous a étonné vous-même, ça vous a perturbé vous-même? Oui. Oui, ça m'a étonné. Mais en même temps, si vous voulez, pour être honnête avec vous, pour être franc, je peux vous dire que j'ai vécu pendant pas mal d'années, j'ai vécu dans la violence. Malheureusement, on s'habitue à la violence. Et après, on ne connaît plus trop les nuances de la violence, voyez-vous? Pour ce qui vous concerne, pour votre personne, même si ce n'est pas vous qui portez des violences chez vous, vous les percevez, vous les vivez tous les jours. Et ça finit malheureusement par déteindre sur vous. Ça devient une routine. C'est un monsieur qui a des pulsions agressives quand même tout à fait surdéveloppées, mais toujours contenues. Alors toujours contenues au prix d'ailleurs d'une intériorisation forcenée. Et c'est ce qui peut expliquer d'ailleurs comme ces personnes qui doutent beaucoup d'elles-mêmes qu'elles vont prendre une certaine revanche entre guillemets, une revanche narcissique parfois par ces éclats, je dirais, par ces moments de rage narcissique, ces moments où elles vont sortir d'elles-mêmes, comme si finalement toute cette espèce de souffrance intériorisée devait à un moment donné ou à un autre ressortir. Ces 2 incidents violents, mis à la charge de l'accusé à la barre de la cour d'assises, laissent les jurés perplexes. Les pulsions agressives d'Ali Boubaker, décrites par le psychologue, son impulsivité rappelée par les témoins, éclairent-elles d'un jour nouveau le drame de la rue Notre-Dame? Les jurés ne sont pas loin de le penser. Ce jour-là, il y avait des dispositions que je n'avais pas, parce que mais, malheureusement, j'étais dans un état second, j'étais en plein ramadan. Avant ce ramadan, j'étais en difficulté, je veux dire, psychique, très certainement, mentale. Donc, le ramadan n'était pas là pour, si vous voulez, aider les choses. Au contraire, je crois que le fait d'être aussi dans le manque, puisqu'on fait un jeûne, et que voir le fait que je suis quelqu'un qui fume et qui boit du café, l'excitation, l'énervement s'est amplifié suite à, si vous voulez, cette confrontation avec ce monsieur. C'est ce côté qu'il avait que j'ai mal pris, que j'ai pris au premier degré, compte tenu que, après tout, il était aussi, je pouvais très bien lui dire, mais écoutez, tant pis, c'est pas grave. Alors que j'ai amplifié un peu le phénomène. Il m'est arrivé à un moment donné où je n'avais plus de lucidité. Je n'étais plus lucide, je crois pas.
Je ne crois pas. Ça ne me donne pas raison. Ça n'excuse en rien aussi. Mais parfois, c'est comme ça. Monsieur Boubacar n'est pas un paranoïaque, hein. Il n'y a pas de dimension pathologique de la personnalité chez lui. Mais il a des aménagements de ce type-là, c'est-à-dire qu'effectivement, il vit les choses de façon extrêmement persécutive. Et le doigt braqué sur lui, c'est vraiment, je dirais, il va le vivre, il le dit lui-même, de façon extrêmement ironique. C'est-à-dire ça fait vraiment effraction psychique chez lui, ce doigt braqué vers lui, comme une accusation, comme une mise en accusation, etc. Et il ne va pas le supporter. Il y a eu l'épisode et l'audition d'un témoin cité par le ministère public, M. Douance, où l'on a monté un peu en épingle un épisode un peu violent de la trajectoire d'Ali Boubacar. Mais vous savez, lorsqu'à l'occasion d'une enquête criminelle, d'une enquête de personnalité, on fouille dans la vie des gens, chez lequel d'entre nous on ne retrouverait pas un épisode effectivement un peu exceptionnel ou évocateur d'une certaine forme de violence. Mais pour le reste, tous les témoins entendus n'ont fait que confirmer ce qu'ils avaient indiqué dans le cadre de l'enquête, que c'était un homme normalement paisible. Ce que M. Boubacar essaie de faire passer pour un acte isolé ne l'est pas tant que ça, puisque manifestement en moins de 3 ans, on a 3 incidents qui ont été relatés et rappelés à M. Boubacar qui, pour partie, les avait oubliés. M. Boubacar peut de temps en temps, compte tenu du passé qu'il a et de sa personnalité qui sera nécessairement développée dans le cadre de la plaidoirie de mon confrère de Contensin, laisse sous-entendre quand même un sentiment d'impulsivité et d'agressivité latent. Pour les jurés, la journée a été riche d'enseignements. Le parcours personnel d'Ali Boubacar, avec ses difficultés, ses soucis, ses souffrances, ses frustrations, explique sans les justifier ses pulsions agressives. Cela fait-il pour autant d'Ali Boubacar un homme dangereux? De la réponse à cette question dépendra en grande partie le verdict. Cette dernière journée d'audience sera décisive. Ce soir, Ali Boubacar sera fixé sur son sort. Les magistrats et les jurés de la cour d'assises, 6 hommes et 6 femmes, en décideront après avoir entendu les arguments de la partie civile, du ministère public et de la défense. Pour les parties civiles, Maître Xamansky rappelle que la violence du geste exclut la thèse du simple accident. C'est un concours de circonstances. C'est un concours de circonstances dramatiques et tragiques. C'est un concours de circonstances parce que la personnalité d'Ali Boubacar avait cette impulsivité, cette agressivité latente. C'est un concours de circonstances parce que s'il n'y avait pas eu l'arête de ce mur en pierre qui s'était situé derrière Guy Legrand, il se serait simplement peut-être cogné la tête. Ou s'il n'y avait rien eu, il serait simplement tombé par terre et il se serait peut-être simplement cassé le coccyx. C'est un concours de circonstances. C'est en cela que ça peut être considéré comme accidentel. Mais quand on retrace le parcours, on se rend compte qu'il était en soi inéluctable qu'un jour, l'attitude d'Ali Boubacar puisse amener à des faits aussi tragiques. Affirmant qu'il s'agit dans leur banalité de faits éminemment stupides, l'avocat général met en parallèle la vie de l'accusé et celle de la victime. Chacun possède ses propres vertus, dit-il, mais Ali Boubacar y ajoute une violence latente. Claude Webel demande donc aux jurés de condamner l'accusé tout en gardant la juste mesure. Pas d'absolution, pas d'oubli, mais un pas vers le pardon. C'est un drame qui peut arriver à chacun d'entre nous. Alors, est-ce que ça peut jouer dans l'esprit des jurés? Je n'en sais rien, mais très probablement. Ça a bien joué, me semble-t-il, sur l'esprit de tous les autres intervenants, y compris quelque part, je ne vais pas m'en cacher, à celui qui vous parle. Mais ce n'est pas le fond du débat. C'est simplement l'inscription d'un acte redoutable
dans un comportement qui n'est jamais admissible, qui peut certes arriver à chacun d'entre nous, mais qui n'en reste pas moins répréhensible. L'avocat général demande donc 5 ans d'emprisonnement, assortis de mesures d'aménagement, laissant ainsi le champ libre au juré pour prononcer un éventuel sursis. Au nom de la défense, François de Contencin plaide pour un sursis couvrant l'intégralité de la peine. Ce n'est pas un jour de prison de plus qui atténuera la peine des proches de Guy Legrand, assure-t-il au juré. J'ai plaidé, on a dans cette affaire de la part d'Ali Boubaker un bloc de culpabilité qui n'a jamais été remis en cause, y compris pendant ces 2 jours d'audience. Je leur ai essentiellement indiqué qu'à 3 ans de distance, alors qu'il y avait une décision en quelque sorte spontanée de l'institution judiciaire de lui faire confiance il y a 3 ans, je trouverais illogique qu'on l'empêche ou qu'on retarde le chemin qu'il a parcouru depuis cette époque en le réincarcérant. Cet homme, qui est un brave homme, quoi qu'il ait fait ce jour-là par une malheureuse fatalité, cet homme porte une culpabilité considérable et je crois qu'il la portera le restant de ses jours. La cour se retire pour délibérer. Ali Boubaker est conduit à l'écart, sous surveillance policière, pour attendre le prononcé du verdict. Les jurés doivent maintenant faire un choix. Suivre la défense et assortir la peine qu'ils auront choisie du sursis total, en considérant qu'il s'agit d'un accident de parcours, même tragique, dans la vie de l'accusé. Ils peuvent aussi décider sa réincarcération, en estimant que la durée de la détention provisoire, 1 mois et 8 jours, a été trop courte et que l'impulsivité d'Ali Boubaker mérite une sanction plus lourde. Le jury a pris sa décision. L'audience reprend. La Cour. Voici les questions et la délibération en commun. Aux questions numérotées 1 et 2, relatives à la stabilité, la réponse est oui, la majorité de 8 voix. En conséquence, la Cour et le jury, après avoir délibéré et voté à la majorité conformément à la loi, condamne M. Ali Boubaker à la peine de 3 années d'emprisonnement, dont 2 ans et 11 mois, avec un sursis qui est mis à l'épreuve pendant 3 ans. Donc, M. Boubaker, vous avez, je pense, bien sûr, perçu que vous ne retournerez pas en prison, mais si dans les 3 ans du sursis avec mis à l'épreuve, vous commettiez de nouveau des crimes, vous exposerez la révocation du sursis. Vous avez 10 jours pour l'appel de la c'était l'évolution du cours. L'audience criminelle est illégale de la publicité. Ali Boubaker est condamné par la cour d'assises de Bordeaux à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans et 11 mois avec sursis. Il ne retournera donc pas en détention. Se produit alors un événement rarissime en cour d'assises. Ali Boubaker s'avance au-devant des proches de sa victime pour leur demander pardon. Vous estimez que vous auriez dû avoir plus vite, c'est ça? Pourquoi faire? Pour payer ce que j'ai fait. D'être emprisonné, c'était déjà me permettre d'exorciser tout ce que j'ai fait. Mais ça faisait partie de... Voilà.
Et par la suite, évidemment, continuer de façon à vivre d'une manière beaucoup plus décente et essayer de récupérer quelque chose qui a un semblant de dignité. Quoi, voilà. Extrêmement. C'était notre souhait, nous, que vous soyez dans la prison. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire dans la prison, ça ne ramènera pas notre père. Ça ne ramènera pas. Et vous, ça vous détruira. Ça vous servira à rien. Ça vous servira. Le verdict de la cour d'assises de Bordeaux n'ayant pas été frappé d'appel, il est devenu définitif.